Bonjour et bienvenue sur ce live avec le docteur Garcia Faura de l'Institut Marquez. Donc le docteur va nous rejoindre dès que possible et on attend également que les personnes se connectent. Bonjour à tout le monde, en tout cas on est très heureux de vous présenter ce live. On apprécie énormément de pouvoir justement avoir ces dialogues avec les cliniques partenaires pour justement pouvoir aussi vous apporter des informations, vous aider à choisir, parce que c'est vrai que quand on veut faire une PMA à l'étranger, on se pose beaucoup la question, c'est comment on fait pour choisir quelle clinique. Alors, attendez, je vais juste ajouter. Comment on fait maintenant? Est-ce que ça a changé? À rejoindre la vidéo. Est-ce que comme ça, il va pouvoir... Je crois pas que le docteur m'a fait une demande, donc il faut faire une demande pour pouvoir justement pour pouvoir rejoindre. Pour l'instant, j'ai pas de demande. Désolée pour les quelques minutes. Ah, il me dit qu'il est connecté. Mais je ne vois pas de demande de... je ne vois pas... Alors, je vois la connexion de la clinique, mais je ne vois pas de demande de participation, en fait. Il faut avoir une demande de participation, sinon je ne peux pas l'accepter. Alex, si tu m'entends, parce que moi, je vois les messages qui arrivent. Merci à tout le monde d'être là, en tout cas. On attend. Et vous pouvez d'ailleurs, en attendant le docteur Garcia, peut-être commenter un petit peu, nous dire d'où vous êtes. Est-ce que vous êtes de France, de Suisse, d'ailleurs, de Belgique ou autre. Et également nous dire voilà, est-ce que vous vraiment vous avez... Ah voilà, j'ai une demande de connexion. Qu'est-ce que justement dans une clinique pour choisir votre clinique à l'étranger, ça peut être intéressant, puis comme ça on pourra lire à la fin. On sera là pour évidemment répondre à vos questions à la fin. Je vais voir, demande de participation. Donc normalement, voilà Alex, c'est Comment ça tout va? bon. Ça va bien, super. On a Désolé pour le petit retard, hein. Voilà. D'avance, ce sont voilà. toujours les patientes. Et bon, parfois la partie émotionnelle, on peut pas la couper. Et voilà. Je sais bien que je suis en petit retard, mais voilà. C'est ce Bah, qu'on on essaye va de faire sur les patientes. Voilà, ça fait partie, on va en parler tout à l'heure, mais ça fait aussi partie des choses qu'on aime chez l'Institut Marquez. Donc voilà, on peut pas vous en vouloir d'être en retard parce que on sait que c'est important, on sait que tu es là pour les patients, que tu es toujours à l'écoute et comme tu dis, quand il y a la partie émotionnelle qui arrive, parfois c'est compliqué quoi. Alors, justement, j'ai présenté un petit peu les choses. L'idée de ce live aujourd'hui, déjà, c'était que vous puissiez rentrer en contact avec le docteur Garcia Faura, avec qui on collabore depuis un moment. Hein. Je pense que ça fait bien 5 quatre ans. cinq ans, ouais, 5 ans qu'on collabore ensemble. Donc, on se connaît bien. On se tutoie d'ailleurs, donc on va se tutoyer pendant ce live. Du coup, l'idée, c'est que vous puissiez connaître Alex, qui est le médecin un des médecins de l'Institut Marquez, mais aussi le médecin en chef de l'Institut Marquez. Également connaître la clinique Institut Marquez, savoir pourquoi elle se différencie. Puis on va parler justement des différences entre cliniques parce que c'est toujours compliqué quand on se lance, on veut se lancer dans un traitement à l'étranger, de choisir. Et pour donner un petit statut, en Espagne, il y a 300 cliniques, il y a plus de 300 cliniques de PMA. Alors évidemment, quand on dit clinique de PMA, il y a des tailles différentes. Ça peut être clinique de PMA, en tout cas de pôle de PMA. Ça peut être aussi un médecin qui est tout seul puis qui va louer un laboratoire. Ça, on appelle clinique de PMA. Moi, ce que j'appelle, alors, et ça fait partie de ces 300, moi, ce que j'appelle vraiment une clinique, c'est où il y a tout au même endroit. C'est une infrastructure, comme Institut Marquez, où on rentre, on est dans l'univers d'Institut Marquez, on a le laboratoire à un endroit, on a les bureaux à un autre endroit, on a les salles de repos, on a aussi des salles pour faire de l'acupuncture si on souhaite, de discussion. Voilà, c'est vraiment une clinique à part entière, donc tout un environnement, tout se fait. La seule chose qui va pas forcément se faire, et c'est le cas dans
la plupart des cliniques, c'est les tests génétiques. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, les tests génétiques, c'est quelques labos, c'est des labos qui sont spécialisés en génétique et qui vont travailler sur vraiment cet aspect-là. Et comme on veut vraiment c'est des connaissances qui sont vraiment hyper pointues, ben on veut que ce soit des laboratoires qui font ça. Voilà. Donc la plupart des cliniques en Espagne et partout en Europe travaillent avec des labos externes spécialisés en génétique, mais sinon le reste est fait à la clinique. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on choisit sa clinique. Parce qu'il y a 300 cliniques. Alors évidemment, on peut aller sur Internet, on peut lire les avis, etc. On peut se fier au taux de succès. Mais attention au taux de succès. Alors, moi, je dis souvent les taux de succès, c'est intéressant, mais il faut faire attention de comment on les compare. Parce que si vraiment on veut des taux de succès qui soient fiables, il faudrait déjà qu'on comptabilise le succès au même moment. C'est-à-dire, il y a des cliniques qui comptabilisent le succès au test de bêta-HCG positif, d'autres à 12 SA, d'autres à la naissance. Voilà, enfin, il y a différentes variables. Après, il faut savoir le type de patient. Il y a aussi des cliniques qui refusent certains types de patients ou qui écartent certains types de patients parce que c'est des patients trop compliqués. Ce qui n'est pas le cas justement de l'Institut Marquez, qui est une clinique qui va prendre en charge vraiment les situations hyper complexes. Et du coup, ça baisse un tout petit peu les statistiques. Vous imaginez bien. Malgré ça, vous avez quand même des statistiques qui sont beaucoup plus hautes que la moyenne nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne nationale en Espagne est à peu près de 45% de taux de succès, tout traitement confondu. Et l'Institut Marquez, à elle seule, elle est à 59%. Donc on est déjà bien au-delà. Là, je dis tout traitement confondu. Ça veut dire FIV avec dendrocyte. Voilà, tu me contredis, hein, Alex, mais je connais bien vos chiffres. Donc normalement, je suis bon. Mais voilà, donc c'est vrai que juger une clinique sur son taux de succès, alors déjà, une chose, c'est que souvent, c'est quelques points d'écart. Et en plus, les taux de succès, ça peut être très variable. Et plus on a de patients complexes, plus ces taux de succès risquent de varier un tout petit peu vers le bas. Et du coup, on aura une image fausse. Après, la deuxième solution, je me suis posé un peu la question, tu vois, on peut se baser aussi sur le nombre de traitements effectués. Ça aussi, il faut faire attention. Alors, parce que le nombre de traitements, si une clinique fait énormément de traitements, peut-être qu'elle les fait à la chaîne et justement qu'elle n'a pas assez de temps pour chaque personne et justement pour pouvoir passer du temps avec chaque personne pour aussi être là pour la partie émotionnelle. Donc finalement, la question c'est qu'est-ce qui distingue une bonne clinique d'une mauvaise, enfin d'une moins bonne clinique, parce qu'on va pas dire qu'il y a des mauvaises, on va dire qu'il y a des cliniques d'excellence. Évidemment, l'Institut Marquez est dedans, et des cliniques peut-être un peu moins bonnes. Pour moi, ma réponse, la réponse d'Art Fertilité, la réponse de Fertiline, c'est l'individualisation. Parce que finalement, beaucoup de cliniques ont des laboratoires de pointe, parce que avoir des laboratoires de pointe, c'est entre guillemets facile. Bon, faut-il encore bien faire en sorte que ces équipes soient formées à ça? Bon, ça c'est autre chose, mais voilà, ça c'est quelque chose de facile. Mais vraiment, qu'est-ce qui distingue? Et c'est l'individualisation. Et c'était le sujet d'aujourd'hui que je voulais aborder parce que pour moi, c'est très important. Et justement, on a pris 5 points. Alors, tu pourrais évidemment en rajouter, Alex, si tu vois qu'il y a des choses. Mais tu vois, l'écoute des patients, ça fait partie d'un des points d'individualisation. Euh, on a pris 5 points qui, pour nous paraissaient être pertinents et qu'on voulait détailler. Puis après, on répondra évidemment à vos questions. Alors, le premier point, Alex, c'est les transferts sur cycle naturel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, peut-être rapidement la différence pour les personnes qui ne savent pas, et aussi le fait que petit à petit, on a remplacé ces dernières années, peut-être à quel moment ça s'est passé, on a remplacé le full cycle substitué par de plus en plus de cycles naturels et quels sont les bénéfices, mais quelles sont les contraintes, on va dire, pour la clinique. Parce que beaucoup de cliniques qui sont justement pas individualisées, c'est pas idéal pour elles et du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Mhm. Merci, Alpha. Euh, Vraiment, cette idée du cycle naturel a commencé, je pense, autour de 2015-2016. Le standard pour tous les transferts d'embryons était le cycle hormoné, de bloquer complètement l'activité ovarienne des patients et de substituer les estrogènes, la progestérone, pour vraiment avoir un contrôle total sur le timing du transfert de l'embryon.
C'est vrai qu'à cette époque, la congélation et décongélation d'embryons n'était pas top. Maintenant, le taux de survie après la congélation et la décongélation s'approche au 100% de survie, au 98-99%. Et bon, voilà, mais on mettait la patiente sous substitution hormonale. On avait besoin de faire qu'une seule échographie qu'on pouvait avancer ou décaler. Et on pouvait presque choisir la date du transfert, bien sûr en évitant les week-ends ou aussi en prenant en compte la date idéale bon, pour la patiente, non, selon son activité laborale, familiale, etc. Ça, c'était bon, très confortable pour les équipes et pour les cliniques, vu qu'on pouvait éviter le week-end, on pouvait éviter les fériés, éviter des pointes d'activité, partager un peu l'activité pendant toute la semaine. Mais déjà, à partir de 2014-2015, on a vu que le fait de ne pas avoir une ovulation, le fait de ne pas avoir un cours jaune après l'ovulation, probablement était en train d'augmenter certains risques sur les patientes, spécialement le risque de fausse couche, et plus tard pendant la grossesse, le risque de hypertension, de prééclampsie, prématurité. Alors voilà, on s'est dit, est-ce que vraiment ça vaut la peine de favoriser ce cycle naturel? Est-ce qu'on devrait favoriser ce cycle naturel pour n'importe quel patient? Ou est-ce qu'il y a-t-il des groupes spécifiques de patients où on devrait favoriser une option ou l'autre? Bien sûr, ça ne suffit pas de faire le cycle naturel, il faut faire le cycle naturel bien fait, en faisant attention à tous les petits détails. Et bien sûr, première idée pour faire le cycle naturel, même la patiente, même le médecin, ont besoin d'être disponible finalement de lundi à dimanche. Alors, pour une patiente qui me dit, Alex, moi, je veux faire le transfert le 16 août et je ne peux pas le changer, mais la seule option, c'est le cycle hormoné. Et ce n'est pas moi qui décide, c'est la patiente qu'après de lui expliquer les risques, les bénéfices, etc., elle me dit, mais non, je viens de l'Australie, j'ai 24 heures de déplacement et ça sera dimanche 24. Mais voilà. Alors, cycle hormoné, c'est la seule option. Mais c'est vrai qu'on a fait plein de recherches à partir de 2015 et spécialement à partir de 2018. Et vraiment, au début, on voyait vraiment les avantages au niveau de réduire le taux de fausse couche. On peut dire que le taux de fausse couche, et à nouveau, là, on y met tous les traitements, sans PGT, avec PGT. Mais normalement, on peut dire que le taux de fausse couche pour n'importe quel embryon est autour du 15-20%. On a vu qu'en faisant le cycle naturel, on pouvait vraiment réduire ce risque autour du 5%, pas mal, d'accord. Mais spécialement pour les risques plus tard pendant la grossesse, vous savez bien que maintenant, ça ne suffit pas de donner la naissance, d'avoir un bébé. On essaye que toute la famille soit en bonne santé. Alors, si ce qu'on a vu plus tard, c'est que on pouvait réduire certains risques pendant la grossesse, spécialement le retard de croissance du bébé, l'hypertension et la prééclampsie, que souvent nous amenaient à un accouchement prématuré, et spécialement pour des patientes à partir de 40 ans, où ces risques sont déjà plus élevés, parce que dû à l'âge, il y a un risque plus élevé de diabète, d'hypertension, de prématurité. On a vu que peut-être ça serait intéressant de ne pas surajouter des risques dus à la thérapie hormonale de substitution et que probablement ce cours jaune nous aiderait énormément à réduire tous ces risques-là. À partir de là, on a commencé vraiment à favoriser le cycle naturel. Bon, bien sûr, pour les patients de ménopausée, on ne peut pas y aller. Pour les patients de ménopausée, on n'a que l'option du cycle hormoné, ça c'est évident. Mais pour des patientes qui étaient encore régulières, ou même pour des patientes qui étaient encore irrégulières, mais il y avait encore la possibilité de déclencher des ovulations, on a vérifié effectivement qu'il n'y avait que des avantages. En même temps qu'on a vu qu'on devait proposer que le transfert d'un seul embryon. Ça a été vraiment sur la même époque, non, de continuer à augmenter l'efficacité et réduire les risques pour la maman et le bébé. Et après 2022, on a commencé à faire des groupes le plus importants. L'année dernière, on a vu vraiment que les patientes en surpoids, obésité, même si c'est quelque chose que chez Fertilil, on essaye toujours pas d'éviter, on ne peut pas l'éviter, mais de réduire ou d'améliorer cette condition. Mais on a vu que vraiment le cycle naturel avait plein d'avantages, spécialement pour ces patientes qui avaient un index de masse corporelle à partir de 25.
Et c'est pas que je dise que, vu qu'il y a l'option du cycle naturel, je peux le faire sur un index de masse corporelle à 30. Non, pas du tout. On doit essayer de le baisser. Mais si on n'y arrive pas, vraiment pour ces patientes qui sont encore en surpoids, mais c'est vraiment un des groupes le plus important où on a des bénéfices supplémentaires. Et aussi, on a vu que pour les patientes à partir de 40 ans, aussi, la réduction des risques était beaucoup plus élevée que pour les patientes les plus jeunes. Et cette année 2026, qu'on va présenter le mois de juillet au Congrès européen de fertilité, c'est que pour la première fois, que pour n'importe quelle patiente, dans n'importe quelle condition, le cycle naturel, globalement, va augmenter le taux de naissance par 3. Non? Alors, vraiment, maintenant qu'on a presque 3000 cycles de transfert en cycle naturel pour des embryons testés par PGT, ce qui nous donne un groupe très homogène, on a vu que ce n'est pas seulement les réductions des risques, mais pour la première fois, on a vraiment un article sur un journal scientifique d'impact qui montre qu'aussi ça va augmenter le taux de naissance. Non? Alors, vraiment pour le groupe de patientes à partir de 40 ans en surpoids, obésité, l'impact est maximal. Pour le groupe de patientes qui ont surpoids, obésité ou à partir de 40 ans, l'impact est très important. Et peut-être pour le groupe le plus jeune, jusqu'à 38-39 ans et sans surpoids, peut-être ça serait le risque ou le bénéfice et le minimum, mais quand même on a un bénéfice de faire le transfert sur un cycle naturel. Alors, si tu me permets de rajouter, donc ce qu'il faut dire, c'est que tu l'as déjà bien dit, hein, ce cycle naturel, donc il a plein de bénéfices. On voit, enfin même en termes de taux de succès et surtout de diminution des risques. On a fait d'ailleurs sur la chaîne de Fertiline une conférence sur les risques liés à l'infertilité. Et on parlait justement justement des naissances prématurées, etc., qui sont liées à l'infertilité. Mais en plus, on augmente les risques si on fait sur cycle substitué. Donc, l'idée, c'est de réduire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est effectivement que c'est plus compliqué pour la clinique parce que ça veut dire que la clinique ne peut pas, comme tu disais, vraiment savoir à quel moment elle va pouvoir se planifier. Il n'y a pas de possibilité de planification. Donc on est dépendante des échographies. La clinique doit être ouverte 7 jours sur 7. Donc ça, c'est déjà, moi, c'est une priorité que je dis aux gens. Quand vous regardez pour une clinique, regardez qu'elle est ouverte 7 jours sur 7. Ça, c'est super important. Et c'est pas le cas de toutes les cliniques. Beaucoup de cliniques qui font sur cycle hormoné. Et aussi qu'elles acceptent de faire sur cycle naturel parce que c'est beaucoup plus compliqué. Alors bien sûr, pour la patiente, c'est plus compliqué, mais le bénéfice complication, il est tellement plus grand que je pense que les patients sont prêts à le faire. Sauf cas, tu me disais de l'Australie, c'est compliqué, mais là on peut le faire. Mais sinon, la clinique, parfois, c'est compliqué pour elle et certaines cliniques, même des grosses cliniques bien connues, ne le font pas parce que c'est trop compliqué. Et ce que je voulais quand même rajouter, parce que quand même c'est important pour les personnes qui se disent ah mais moi j'ai plus de cycle, je suis au-delà de 45 et plus j'ai plus de cycle, je peux pas faire cycle, je suis obligée de faire sur cycle substitué. Il y a quand même des choses qu'on peut faire pour réduire les risques. Nous on travaille beaucoup avec ça chez Fertiline notamment, où on sait que malheureusement il n'y a pas de corps jaune. Du coup, on va travailler, on va anticiper, parce que le but, c'est toujours, chez Fertiline, c'est anticiper, chez Institut Marquez aussi. Et du coup, on va anticiper les risques pour essayer de faire en sorte qu'on ait moins, justement, ce risque de prématurité, de prééclampsie. Et je dois dire que jusque-là, on est top. Et puis pour le poids, je reviens aussi sur ça, parce que ça, c'est important aussi. C'est vrai que pour vous, en tout cas au niveau médical, vous regardez vraiment le BMI, l'IMC, et ça augmente ou pas les chances de succès. Et c'est vrai que c'est normal parce que qui dit IMC élevé dit inflammation et du coup perturbation et puis moins de taux de succès. Donc métabolique, voilà. Non, au niveau métabolique, voilà. On est d'accord. Exactement. Exactement. Nous, c'est vrai que j'avais envie quand même d'en parler, même si on est vraiment sur du hard fertilité aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est pas que l'IMC, c'est le côté résistance à l'insuline. Et là, et cette résistance à l'insuline, elle va justement amener beaucoup de problèmes d'inflammation, de problèmes métaboliques. Et souvent, les femmes, c'est ce qui est désolant, les femmes viennent vers nous en disant, mais je fais des efforts, je fais de la restriction calorifique, je fais attention.
Et en fait, le problème, c'est que c'est pas le bon coupable. Elles se battent contre le mauvais coupable. Et en fait, à partir du moment où on va se battre contre le bon coupable, qu'on comprend vraiment, non seulement elles vont arrêter de s'affamer, ce qui est quand même compliqué, elles vont ne plus avoir faim et elles vont maigrir en tout cas suffisamment pour que leur corps puisse aller vers une grossesse avec les meilleurs pronostics. Et ça, je trouve que c'est important parce que pour pas accabler ces pauvres, enfin, ces femmes qui n'arrivent pas malgré à perdre du poids et qu'on peut vraiment aider en tout cas du côté de Fertile. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, voilà, on pourra. C'était juste pour clore. Maintenant, voilà. Donc ça, c'est vraiment une des choses qui est importante et ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi discuter avec votre clinique. Est-ce que vous faites des cycles de transfert sur cycle naturel, surtout qu'on est de plus en plus de nos jours à faire ce qu'on appelle le freeze all, c'est-à-dire à pas transférer tout de suite et plutôt attendre de congeler les ovocytes et transférer sur le cycle d'après. Et la question, c'est comment on fait le transfert. Une deuxième chose qui fait qu'une clinique a vraiment cette individualisation, c'est le fait d'avoir toujours le même médecin. Alors je dis toujours le même médecin, je mets entre guillemets, parce que c'est pas une promesse qu'on peut vous faire à 100%. Les médecins, ils sont humains. Parfois, ils prennent congé de temps en temps. Ils peuvent être malades. Ou arrêt de maladie, non? Voilà, ils peuvent être malades et on a eu la situation avec toi, ils peuvent être malades. Donc, en théorie, c'est toujours le même médecin. Et ce qui n'est pas le cas dans d'autres cliniques où on change de médecin. Enfin, c'est le médecin qui est d'astreinte à ce moment-là. Puis le dossier à partager. Là, c'est vraiment le même médecin. Tu vas nous expliquer comment ça se passe. Et évidemment, c'est, on va dire à 95% du temps, le même médecin, sauf si, voilà. Qu'est-ce qui se passe le week-end, par exemple, Alex, si tu suis une patiente, c'est vrai que je t'ai jamais posé cette question, si tu suis une patiente et que ça tombe le week-end et que ce week-end-là, tu travailles pas, parce que tu travailles pas tous les week-ends, on est d'accord, tu as une vie quand même. Je travaille presque jamais le week-end Voilà, parce que voilà, comme directeur scientifique aussi, j'ai des déplacements c'est ça. le week-end, des congrès médicaux, des meetings, etc. Oui, je pense que c'est très important de faire la différence entre les cliniques qui vous demandent de leur faire confiance à la clinique ou les cliniques qui vous demandent de faire confiance au médecin qui est là pour vous. Alors, bien sûr, il faut faire confiance à la clinique, à l'équipe. Docteur Marquez et moi-même, on est troisième génération de gynéco. Ça ne veut rien dire. Bah, vraiment, voilà, on peut être un médecin gynéco, un médecin excellent sans être troisième génération. Mais vraiment, je pense ce qui fait la différence, c'est pas seulement pour vous, pour les patients, c'est pour nous-mêmes. Non, ce qu'on a vécu chez nous, ce qu'on a appris chez nous de qu'est-ce que c'est un médecin, qu'est-ce que c'est un patient. Moi, ça m'est arrivé il y a 5 ou 6 ans, on est rentré dans un modèle plutôt email. Et finalement, j'ai arrivé avec Dr Marquez de lui dire non, je veux pas ça, pas pour mes patients, je veux pas ça pour moi-même. Non, par mail, mes réponses étaient toujours incomplètes, pas du tout rassurantes. Et voilà, je ne voyais pas de patiente, je voyais que des mails, non? Alors, je pense que c'est très important dans l'idée, quand je fais un premier rendez-vous, de expliquer aux patientes, chez nous, il n'y a qu'un médecin par patient. Je leur dis toujours, quand il y aura des bonnes nouvelles, ça peut être n'importe qui vous appelle. Et parfois, c'est étonnant, les patients me disent, bon, Alex, moi, je veux aussi que tu m'envoies tes félicitations parce que j'ai eu 5 embryons, parce que le test est positif. Mais on peut programmer, il y a aucun souci. Mais je leur dis, non, non, moi, vraiment, je suis là pour les patientes où il y en aura besoin. Quand il n'y aura aucun embryon, quand le test est négatif, quand il y a eu une fausse couche, c'est vraiment là où je dois focaliser toute ma attention pour des patientes qui ont vraiment besoin que je suis là du point de vue médical, émotionnel et humain, non, de que je puisse être là. Et bien sûr, si je dois faire un rendez-vous visio pour toutes mes patientes qui ont des bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, ça serait impossible. Ça serait 24/7 et je leur dis toujours, si tu as des bonnes nouvelles, tu peux m'appeler, je serai là, mais n'attends pas que je t'appelle, non, après des bonnes nouvelles, parce que je dois garder toutes mes énergies, tout mon temps pour les patientes qui ont des problèmes. Pour le week-end, c'est très intéressant aussi. Nous, on est ouvert 7 sur 7. Il y a plein de cliniques qui sont ouvertes 7 sur 7, mais est-ce que ça suffit d'être ouvert? Non, je pense que c'est important d'être ouvert. Ça veut dire que l'excellence ou l'équipe qui est là les week-ends ou les fériés sera pareil que l'équipe qui a de lundi à dimanche. Chez nous, il y a toujours 2 gynécos seniors de lundi à dimanche.
qui ont fait minimum 1000 ponctions ou 2000 transferts. Alors, il n'y a pas les étudiants ou les juniors qui restent le week-end, pas du tout. Ou il y a toujours 4 biologistes minimum seniors si on doit faire l'ICSI, si on doit faire la biopsie de l'embryon, et c'est le 15 août, mais ça sera toujours un biologiste qui a fait minimum la biopsie sur 2000 embryons avant de faire la biopsie sur vos embryons. Non, alors, je pense que ça ne suffit pas de dire on est ouvert. Non, on est ouvert dans le même taux, le même niveau d'excellence que je ferai de lundi à dimanche. Et oui, bien sûr, moi je suis presque jamais en garde. Normalement, quand je sais bien qu'il y aura une ponction, qu'il y aura un transfert le week-end, mais je leur dis aux patients, écoute, ça va arriver samedi. Je pense que c'est le jour optimal pour la qualité, la quantité, et c'est pourquoi je ne veux pas l'avancer, je ne veux pas le décaler. Et je peux le dire, écoute, ce week-end, il y aura Dr Walker, il y aura Dr Suarez. Elle parle français ou elle ne parle pas français. Dans l'équipe en garde, il y a toujours soit le médecin, soit l'infirmière, soit l'assistante francophone. Alors, on ne peut pas garantir que toute l'équipe parle espagnol, italien, français, anglais de lundi à dimanche, c'est impossible. Mais on fera toujours des équipes équilibrées pendant le week-end pour garantir qu'après une anesthésie ou en des moments qui sont compliqués, je ne sais pas, on arrive pour un transfert et l'embryon ne survit pas à la décongélation. Ça ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui a la possibilité de se communiquer de la partie technique. On a besoin de quelqu'un qui soit capable de s'approcher aussi du point de vue émotionnel. Et c'est pourquoi, du point de vue des patients francophones, soit le médecin, soit l'assistante, soit l'infirmière sera toujours là pour ces moments vraiment, voilà, un peu plus compliqués pour les patients. Je leur dis toujours, s'il y a un problème pendant le week-end, parfois elle peut essayer de m'appeler, même si ça ne va rien changer normalement. Mais ce qu'on va toujours garantir, c'est que lundi ou mardi, on va toujours reprogrammer avec moi. Non, alors, s'il n'y a pas eu des ovules prélevés, il n'y a pas eu des embryons, mais voilà, le médecin en garde va lui dire, voilà, il n'y a pas eu d'ovules, mais ce n'est pas le médecin en garde qui va essayer de lui expliquer pourquoi. Le médecin en garde n'en sait rien de cette patiente, et je pense que l'idéal, c'est que lundi, mardi, il m'aura toujours sur l'écran, et je vais essayer de l'expliquer qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, ou pourquoi il y a eu ce problème. Oui, en fait, toi, même si effectivement tu vas pas faire l'acte à proprement dit, et c'est ce qui est important de dire, c'est toujours le même médecin, c'est pas forcément que le médecin va faire l'acte, et finalement, si c'est un autre médecin senior, l'acte, la ponction, etc. Mais tu seras toujours le médecin référent, C'est ça. c'est-à-dire toi qui va être là pour justement parler des mauvaises nouvelles, et travailler. Et ça, c'était le troisième point que je voulais aborder sur la personnalisation de la clinique, c'est la discussion sur les échecs. Parce que j'ai trop entendu de retours sur des personnes qui allaient dans certaines cliniques et qui faisaient un premier traitement. Alors là, tout le monde était là pour le premier traitement, on est super content de vous voir, voilà. Et puis malheureusement, il y avait un échec. Premier transfert, ça marche pas. Au deuxième transfert, ça marche pas. Et là, il y a plus personne. Il y a plus personne, pour avoir une information basique. Et en plus, il n'y a plus personne pour discuter de pourquoi il y a l'échec. Et c'est à se poser des questions si les personnes, enfin si ces cliniques veulent pas ensuite que les personnes partent dans d'autres cliniques justement pour pas faire baisser les stats. Ça, c'est une question que je me pose. Mais et moi, c'est quelque chose que j'apprécie dans votre clinique, c'est le côté de discussion. Parce que finalement, c'est facile pour on va dire pour une clinique de discuter du succès. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est discuter de l'échec et de ce qu'on peut faire et de se remettre en cause aussi. Parce que voilà, qu'est-ce qu'on a fait peut-être. Alors, c'est malheureusement dans un traitement, c'est beaucoup aussi comment va répondre la femme. Chaque femme est différente à la stimulation, donc voilà. Mais se remettre en cause en disant, voilà, on pourrait plutôt essayer ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour pouvoir vous aider en fait? Mhm. Nous, normalement, on y est très habitués parce que le profil de patiente que je vois, ce sont des patientes multi-traitées, multi-échouées. Alors déjà, au premier rendez-vous, je suis habitué à parler que des échecs, pas mes échecs, des échecs précédents. Et pour des patientes qui viennent chez moi et qui ont un premier échec, d'avance, je fais très attention. Je leur dis, c'est ton premier échec chez moi, mais je comprends bien. Globalement, ce n'est pas ton premier échec, non. Il y a eu un parcours déjà de 5 ans, 4 échecs chez toi, plusieurs fausses couches. Alors, je ne vais pas le voir comme le premier échec. Je fais très, très attention aussi du point de vue de l'approche médecin-patient
de comprendre que au moment où s'accumulent des échecs, c'est pas linéaire, c'est exponentiel, non? Et en plus, quand une patiente arrive de la France ou de la Suisse en Espagne, elle se dit maintenant ça va fonctionner, première tentative, voilà. Euh, mais parfois il y a des échecs et on arrive, on rentre dans le désespoir, même s'il n'y a eu qu'un échec, parce que elle se dit bon, voilà, on continue pareil. J'ai eu que des échecs chez moi, j'aurai que des échecs en Espagne. Et il faut vraiment faire très très attention, pas d'essayer d'aller directement à la partie technique ou médicale, d'aller vraiment d'avance à la partie euh, Émotionnel. émotionnelle, de voir où est la patiente à ce moment-là. Il y a des patients où je leur dis, écoute, tous les détails, tout ce qu'on a fait pendant le parcours était nickel, tous les petits paramètres étaient parfaits. Est-ce que aujourd'hui tu es prête à discuter qu'est-ce qu'on fera ensuite ou pas? Parce que parfois il y a des patients qui me disent je suis pas prête. C'est Oui, pas le moment d'y mettre toute l'information, tout ce qu'on peut. Non, ben, il y a des patients qui ont vraiment besoin de passer le deuil de cet échec, d'être accompagnés. Et je pense que c'est la partie la plus importante de dire Alex est là, Alex est sur l'écran. Voilà, et je leur dis qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, comment est-ce que je peux t'aider. Et il y a des patients qui disent non, non, Alex, voilà, on peut avancer. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer qu'est-ce que tu veux faire? Et d'autres qui me disent pas du tout, ben, vraiment, je suis complètement épuisé, j'ai pas d'énergie, c'est pas le moment de m'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire ou pas. Pour l'instant, j'y crois pas et peut-être dans 2 semaines, j'aurai besoin de te recontacter pour voir qu'est-ce qu'on peut changer. Aussi, pour les échecs, c'est très très important d'être honnête. D'accord? Et je ne veux pas dire que mes confrères dans d'autres cliniques ne soient pas honnêtes, mais vu qu'il y a une partie, en disant, de marketing non, entre les cliniques, qu'est-ce qu'on peut offrir de ce qu'on appelle les add-ons, non, des examens supplémentaires, des techniques supplémentaires. Moi aussi, heureusement, j'ai toute la partie de direction scientifique, comme partie de la Société espagnole de fertilité, comme partie comme directeur scientifique d'un groupe énorme en Europe. Et moi, pour ces patientes où je pense qu'il n'y a aucun examen supplémentaire à leur proposer, je suis honnête, je leur dis, même s'il y a des cliniques qui vont te dire maintenant il faudrait faire cet examen, l'autre, si je pense que cet examen n'a aucune validité, qui est invasive, douloureux ou payant, je vais les dire, tous ces examens existent, il n'y en a aucun qui puisse nous aider à augmenter ton taux de naissance. Et je suis honnête, je ne veux pas te proposer tous ces examens. Et je comprends qu'il y a des collègues qui vont dire, pour offrir quelque chose de différent, supplémentaire, de dire nous on fait cette technique ou l'autre. Non, mais si ces techniques n'ont aucune validité en 2026, peut-être elles auront une validité en 2030 ou 2035. Mais spécialement si ce sont des traitements ou des techniques où il n'y a pas une évidence, et je répète, invasive, douloureux ou payant, je les évite 100%. Et parfois les patients, tu me dis alors Alex, qu'est-ce que je dois faire? Recommencer par même protocole? Oui. Parfois, il faut dire, il faut recommencer le même protocole. Il n'y a pas d'autres examens, il n'y a pas d'autres traitements supplémentaires que je pense que puisse. Et ça, c'est très compliqué du point de vue du médecin de dire, c'est pas que je ne sais pas, c'est que on n'a pas l'évidence, ouais, ouais. personne n'a l'évidence de s'il y a des éléments supplémentaires à proposer à cette patiente. Et c'est compliqué de trouver des médecins qui soient vraiment honnêtes et puissent te dire non, il n'y a rien d'autre que je puisse te proposer. La majorité des patients diront ben, j'accroche et je vais consulter une autre clinique qui puisse me proposer des. Mais non, je pense que cette honnêteté, je pense que c'est ce qu'on fait chez nous. Et on évite vraiment des examens inutiles, très chers ou douloureux, que 2026 n'ont aucune évidence pour les patients. C'est vrai qu'en matière de PMA, il y a quand même pas mal, comme tu parlais, de add-on. D'ailleurs, l'ECHRE, donc c'est vraiment la haute instance qui va dicter un peu ce que font les cliniques en Europe. Il a mis une liste des examens où on a des évidences, c'est-à-dire que les recherches ont montré vraiment une évidence en termes de vraiment de grossesse évolutive, parce que parfois on a des évidences, ça augmente certains taux de grossesse, c'est-à-dire grossesse déterminée par le bêta-HCG, mais ensuite ça n'évolue pas, donc c'est pas ce qui est intéressant. Et c'est vrai que souvent on nous pose la question sur des add-ons qui sont pas utiles, qui sont un peu des outils. Alors bon.
il y a certaines cliniques qui veulent quand même les utiliser en se disant, bon, peut-être que cette fois-ci, ça passera. Ça, c'est certain, certaines cliniques le font. Et c'est vrai que, bah voilà, c'est discutable. C'est vrai que, comme tu dis, c'est toujours difficile de dire à quelqu'un, bah on peut pas proposer grand-chose d'autre. Faut juste essayer. Mais en même temps, bah c'est aussi un petit peu ça, la PMA. Finalement, on sait que c'est des taux de succès. C'est une médecine qui est un peu, on va dire, ingrate parce que c'est pas, tu viens en PMA, t'es soigné, en fait. C'est tu viens en PMA et encore le parcours va être compliqué et les taux de succès, ben c'est selon plein de choses. Et mais par contre, il y a aussi une autre solution qui nous est déjà arrivée et ça vient au point 4 justement de l'individualisation, c'est que parfois tu vas aussi conseiller à certaines personnes de venir vers nous, vers Fertiline. Alors pas fertilité parce que si les gens viennent via fertilité eh bien, bah, ils sont déjà chez vous. En fait, le circuit, c'est souvent ça. Des gens viennent vers nous. En passant par nous, ben, ils ont des réductions et aussi, et un point super important, ils sont suivis par toi. Et bon, voilà, ça fait aussi une grosse différence. Non, voilà, je te connais. Il y a plein de bons médecins, évidemment. Comme tu disais, le docteur Walker, le docteur Bah, il y a euh, frère, et, voilà, exactement. Je les connais toutes, mais voilà, j'ai un grand attachement à toi et c'est vrai que du coup, ben ça c'est un peu notre deal, c'est que toutes les personnes vont être aussi suivies par toi, donc c'est chouette. Et c'est vrai qu'une autre chose, c'est qu'on collabore beaucoup au niveau de Fertiline. Ce qui est intéressant, c'est le côté, ben il y a aussi l'idée que derrière que on est médecin, on travaille sur notre, je sais pas comment dire en français, sur notre scope, sur notre terrain, sur notre mhm. ce qu'on sait faire, et vous savez très bien le faire. Par contre, bah, il y a certaines choses en amont qu'on peut faire. Alors notamment, j'ai vu qu'il y avait une question par rapport au poids. C'est vrai que bah, souvent, les médecins sont un peu démunis par rapport au poids. On ne sait pas trop quoi conseiller. On sait, vous savez très bien que pour certaines femmes, ben, le poids peut être vraiment un frein pour leur traitement. Mais vous avez dans la pratique, à part dire manger mieux, manger plus équilibré, ben c'est pas la nutrition et ça faut le dire hein, ça paraît être bête mais la nutrition c'est pas le domaine des médecins. C'est voilà. Et du coup bah vous allez orienter vers des personnes comme justement Fertiline ou dans ce cas-là voilà où vous avez cette vous savez être humble et dire ben là dans ce domaine-là, on peut pas vous aider. Par contre, on peut vous proposer d'abord de travailler avec une entité fertiline et ensuite vous venez et les pronostics et nous on vous donnera le meilleur qu'on peut faire de notre côté. Bien sûr. Et on a vu, en tout cas, on a pu faire cette petite étude sur 2 ans où on avait des taux de succès quand même qui ont été super, enfin qui ont fait plus 20 avec les patients qui étaient en même temps chez vous et suivis par Fertiline. Je tiens à dire de nouveau, je le redis, hein, vous avez la clinique Institut Marca, vous avez des taux de succès qui sont hyper élevés, beaucoup plus élevés, donc 45% c'est la moyenne nationale. Votre taux de succès, tout traitement confondu, c'est 59%. Donc on est déjà bien au-dessus de la moyenne nationale. Et quand on est accompagné également, ben, on est monté à un taux de succès de plus 20. Donc voilà, ça c'était intéressant. Donc c'est aussi le fait que vous êtes ouvert. Et ça, je le sais parce que j'ai visité plusieurs fois vos locaux. Il y a même une salle pour faire de l'acupuncture. Parce que l'acupuncture est un domaine où il y a des évidences médicales sur l'augmentation, enfin à l'aide en tout cas pour même pour détendre la patience avant. Et du coup, ben, vous êtes ouvert aussi aux autres choses. Mhm. Donc ça, c'est important. Comme tu disais tout à l'heure, Adva, du point de vue de la HRE, de la Société européenne de fertilité, il y a un add-on qui est très important et qui a le maximum d'évidence, c'est l'hygiène de vie. Et sur une société scientifique comme la Société européenne de fertilité, où il y a plein de trucs plus purement technologiques, non, sur l'embryon, le blastocyste, le protocole, vraiment la partie de l'hygiène de vie, et c'est au début des guidelines de la Société européenne, même du côté masculin, même du côté féminin, il y a une évidence très forte et des plus fortes de toutes les guidelines de la société européenne. Alors, c'est pas moi, c'est vraiment déjà les sociétés scientifiques qui sont complètement d'accord que le médecin toute seule ou la partie médicale toute seule va jamais arriver à un taux de réussite ou va pas arriver à éviter spécialement des fausses couches à répétition et qui proviennent parfois d'un traitement médical excellent, mais d'une hygiène de vie qui n'est pas idéale.
Alors ça, c'est pas seulement au niveau du surpoids. Il y a plusieurs problèmes. Et même pour des patients qui n'ont aucun problème supplémentaire, moi j'y crois à 100%. Mais spécialement, on sait bien maintenant, pour des patients qui ont des problèmes d'endométriose, qui ont des problèmes d'adénomyose, ou ce qu'on appelait tout à l'heure, pas plus parce que le nom a changé, le syndrome d'ovaire polykystique. Maintenant, c'est le syndrome, je sais pas le nom plus métabolique, voilà, ou des problèmes auto-immunes, des problèmes d'inflammation. Moi, voilà, heureusement, je pense que presque la majorité de mes patients sont suivis chez Fertiline. Et bon, si elles ne sont pas suivies, je leur dis, écoute, je pense que ça vaut toujours la peine. Et je dis toujours pareil, ça suffit pas d'avoir un bébé. C'est pas seulement vraiment, ça c'est ce qu'on faisait il y a 30 ans. Donner un bébé prématuré d'1 kilo qui allait rester 3 mois en cure intensive. Non, c'est pas ce qu'on veut. Non, alors c'est pas seulement le moment de la naissance, c'est que tout ce qui se passe avant le traitement, pendant le traitement et pendant la grossesse et l'accouchement aura un impact à futur sur la santé de ce bébé comme adulte. Non, alors vraiment cette idée d'être équilibré au niveau métabolique, au niveau, je pense, c'est très très important pour des conditions très spécifiques, 100%, je suis complètement d'accord. Et même pour des patients qui n'ont aucun problème supplémentaire, je pense qu'on saura plus tard, dans 5 ans ou 10 ans, que ça a aidé à réduire les risques de cet enfant comme adulte. Non, alors, ça, Alors, c'est hyper important. voilà, alors c'est vrai que chez Fertiline, nous, c'est pas parce qu'on voit rien, enfin qu'il y a pas une cause qui a été déterminée, c'est-à-dire par exemple un SOPK avec le nouveau ouais, je sais plus maintenant non plus, Moi le non plus. SOPK, l'endométriose, c'est trop nouveau, on va s'y mettre. L'endométriose, l'insuffisance ovarienne, ça en fait c'est le haut de l'iceberg. Et souvent, même des fois, et pour moi c'est le plus frustrant pour les patients, c'est l'infertilité que les médecins appellent idiopathique, que nous on appelle infertilité inexpliquée. Mais en fait, c'est tout simplement qu'il n'y a pas d'explication dans les guidelines médicales. C'est-à-dire que les tests qu'on fait, voilà, nous, c'est chez Fertiline, c'est vrai qu'on va faire des tests on va faire des tests différents sur un autre niveau qui sont et c'est pas que les médecins ne sont pas bons ou que les cliniques ne sont pas. Vous faites des tests au niveau médical. Nous, c'est des tests de mode de vie. C'est totalement complémentaire. Et c'est vrai que ça permet vraiment comme tu disais, non seulement d'améliorer certaines conditions, d'augmenter les taux de succès, et ça on l'a vu justement en travaillant ensemble, et surtout de faire en sorte pas juste d'avoir un bébé, mais d'avoir un bébé avec le meilleur patrimoine santé C'est ça. possible qu'on peut. Alors on peut jamais promettre à 100% parce qu'il peut y avoir des maladies qui viennent, etc. Mais en tout cas se donner les meilleures chances. Et ça, c'est super important. Et il y a une personne qui posait la question. Alors, tu vas répondre au niveau médical, puis après, je répondrai moi au niveau fertiline, on va dire, qui disait la cortisone est aussi un facteur dans ce type de parcours. Je pense qu'il posait la question sur la cortisone. Cortisone, d'ailleurs, qui est un sujet qui a été, qui est controversé de nos jours. Hein. Mhm. La cortisone comme traitement, Oui, oui. non le cortisone. Non, non, la Oui, là. cortisone, la Alors, cortisone. effectivement, on a essayé, c'est justement un des add-ons au niveau de traitement. Pendant plusieurs années, l'aspégique, l'héparine, la cortisone, la chloroquine, on a essayé non, plusieurs traitements pour voir si on pouvait améliorer ou pas. De tous ces traitements add-on, où il y a pas, on n'est pas en train de traiter une maladie, on est en train d'essayer de voir si comme ça on peut augmenter le taux de réussite. Le problème de la cortisone, c'est que d'un côté, on n'a pas montré que ça puisse augmenter le taux de naissance. Alors, ça sert à quoi? Et d'après, et ça justement, c'est à partir de mars 2023, désolé, qu'on a vu que le traitement de cortisone, même à des doses basses, pouvait augmenter plus tard le retard de croissance du bébé pendant la grossesse et augmenter le taux de prématurité. Alors, vraiment, pour des patients qui ont besoin du traitement de cortisone pour une maladie de base, une asthme sévère, un problème auto-immune très important, mais malheureusement, ces patients doivent continuer à faire de la cortisone. Mais pour des patients qui n'ont pas besoin de la cortisone pour ces problèmes de base, on ne va plus conseiller de faire le traitement comme traitement supplémentaire sans évidence,
parce que on n'est pas en train d'augmenter les bénéfices et on est en train d'augmenter des risques très importants comme le retard de croissance ou la prématurité. Alors, c'est quelque chose qu'on peut dire qu'on a presque abandonné Ouais. selon les guidelines internationales. Oui, c'est vrai que la cortisone, on l'utilisait avant parce que quand il y avait des échecs d'implantation, on se disait c'est le système immunitaire souvent surtout quand on teste en plus les embryons avant, ce qu'on peut faire justement à l'étranger. Et ça c'est évidemment on n'a pas parlé de ça, c'était pas le sujet, mais ce qu'on peut faire chez vous, c'est que beaucoup d'embryons sont aussi testés, donc c'est des embryons de qualité, et puis ça s'implante pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on se dit? On va essayer de la cortisone parce que ça doit être quand ça s'implante pas, on pense tout de suite au système immunitaire. Et on se dit, le système immunitaire, alors il y a aussi certains tests qui permettent de dire si il est trop faible, etc. Mais de nouveau, c'est l'utilisation de la cortisone. Et quand il est trop, ce système immunitaire, quand il est trop, qu'il est trop exacerbé, quand il travaille trop, on lui dit avec la cortisone, calme-toi. Mais le problème, c'est que on lui dit calme-toi juste pendant un tout petit moment parce qu'on peut pas prendre la cortisone sur trop long terme. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que la grossesse, c'est pas le but, c'est pas juste de tomber enceinte, c'est vraiment d'avoir une grossesse évolutive puis d'avoir une naissance, voilà. À Donc terme. ça, à terme, voilà, et un bébé le plus à terme possible. Voilà, à terme, de toute façon, c'est le mot, mais en tout cas pas prématuré. Et c'est vrai que ça pose problème. Par contre, on a aussi des outils. C'est aussi pour ça qu'on collabore pour travailler sur le système immunitaire et pour comprendre justement pourquoi ce système immunitaire il va dans tous les sens. Et en fait, on peut comprendre que c'est parfois il va dans tous les sens. Il y a plein de raisons pour lesquelles il peut aller dans tous les sens. Et du coup, on va essayer de le calmer, on va l'aider à travailler. Le but, c'est pas de le faire taire, c'est de l'aider à travailler, l'aider à faire son travail. Comme ça, il aura la capacité d'accepter un embryon qu'il est censé faire, parce qu'il est censé accepter un embryon. Donc, c'est vraiment complémentaire. Et puis le cinquième point que je voulais aborder, alors on va pas y passer trop longtemps parce que c'est pas un traitement que vous proposez souvent, c'est vraiment du cas par cas, mais je trouvais intéressant d'en parler parce que ça peut arriver que certaines femmes ont des embryons qui n'arrivent pas, qui ont déjà très peu d'embryons, qui arrivent à avoir très peu d'embryons, et en plus les embryons sont très fragiles et on sait qu'on va pas arriver jusqu'au stade blastocyste. Et c'est hyper frustrant parce que on vient dans votre clinique, on se dit, moi je veux faire un PGTA, je veux comprendre pourquoi, donc un diagnostic préimplantatoire, je veux comprendre pourquoi il y a cet arrêt. Est-ce que c'est les chromosomes ou est-ce que c'est autre chose? Parce que il n'y a pas que les chromosomes qui font qu'un embryon est bon, il y a plusieurs facteurs. Euh, c'est très compliqué d'avoir cette information si on n'a pas d'embryons qui vont jusqu'à J5. Et vous, chez Institut Marquez, vous avez une des spécificités, c'est que vous avez encore gardé le diagnostic préimplantatoire à J3 que vous proposez au cas par cas. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer pour quel type de personne tu proposes ce diagnostic Mm. préimplantatoire? Vraiment, le J3 est probablement c'est quelque chose qu'on va abandonner, la biopsie à J3. Pas nous, hein. C'est pas un problème de la technique, c'est pas un problème de l'expertise du biologiste, parce que la biopsie à J3 est beaucoup plus compliquée que la biopsie à J5 et beaucoup plus invasive pour l'embryon. Heureusement, chez nous, pendant 15 ans, on a réussi à avoir un taux de survie pareil sur la biopsie à J3 qu'à J5. Mais vraiment, c'était plutôt pour des patients où ils n'avaient pas encore passé le deuil de ne pas prendre ces gamètes, soit les ovules ou soit les spermatozoïdes, et qu'on pensait que vraiment il y avait un problème sur le côté féminin ou sur le côté masculin, où il n'y avait pas de traitement. Non, même si on en discute normalement avec Virginie et toi-même, de est-ce que quand il y a un problème dedans les chromosomes des ovules ou dedans les chromosomes des spermatozoïdes, vous me dites, nous, on peut l'améliorer. Moi, je vous dis, c'est un des paramètres que on peut augmenter la quantité, mais on ne pourra jamais améliorer non, le taux d'anormalité non, de ce patient. Et vraiment, pour des patients où il n'y avait pas de blastocyste, il n'y avait pas de blastocyste, où il y en avait un, c'était une des façons, pas pour augmenter le taux de naissance ou le taux de réussite, de leur montrer sur l'écran pourquoi il n'y avait pas de blastocyste. Et le résultat, c'était que tous ces embryons étaient 100% anormaux. Ouais. C'est vrai que vu que c'est une technique qui est très chère et qui est complexe, maintenant, il y a des patientes de plus en plus qui nous disent non, je ne vais pas mettre X mille euros pour faire la FIV, pour faire le PGT, et après que tu me dises effectivement, tous sont anormaux.
On a bien avancé aussi du côté masculin, pas du côté des ovules, mais un des problèmes le plus important, c'était le facteur masculin caché. On pensait que c'était les ovules, mais non, c'était le côté masculin. Et maintenant qu'on a la possibilité de faire le test de méiose sur les spermatozoïdes, qui n'était pas disponible il y a 5 ou 6 ans, ou maintenant qu'on a des examens plus poussés pour le problème chromosomique des spermatozoïdes, parfois on n'a plus besoin de faire le PGT-AJ3, on s'y avance et on a la possibilité de faire ce diagnostic sans faire le protocole, déjà directement du côté masculin. Et bien sûr, pour une patiente, de passer tout le protocole FIV, de passer l'anesthésie, la ponction, etc. C'est pas seulement la partie financière, c'est la partie physique et émotionnelle, de dire je vais t'aider à comprendre, mais il faut passer à nouveau tout un parcours qui sera complètement inutile. Heureusement, je pense qu'on a presque réduit à la totalité les patientes où il y avait ce problème masculin, parce que maintenant on peut le prévoir, et on évite non, les frais supplémentaires, le temps perdu et l'impact d'un protocole comme ça. Et maintenant, le problème, c'est pas nous. Le problème, ce sont justement ces grands laboratoires européens que tu expliquais tout à l'heure, qu'il y a vraiment 4 grands laboratoires pour les tests génétiques chromosomiques en Europe, nous ont dit que le PGT-AJ3 va disparaître complètement. Alors, même si on veut le faire, probablement, on n'aura plus le droit, parce que maintenant, le standard, c'est la biopsie à J5, J6 ou J7. C'est quelque chose qu'on a changé. Maintenant, on faisait J3, J5. Maintenant, on peut pousser la culture encore plus loin pour les embryons qui se développent plus lentement. Et maintenant, on a changé, on a basculé de faire le J3, que probablement on va 100% l'abandonner. Mais heureusement, on aura ajouté la culture et la biopsie à J6 et même à J7, ce qui nous aide à augmenter finalement la quantité d'embryons, la quantité de blastocystes qu'on puisse préserver, qu'on puisse analyser. Mais ouais. oui, je t'écoute. Non, mais justement, dans la discussion des échecs, c'est vrai que il y a une attention souvent qui est portée sur le facteur masculin, parce que c'est vrai que vous avez énormément de patients qui viennent d'autres pays, notamment la France, et le facteur masculin, et nous on le voit hein, chez Fertiline, on devient fou avec ça, est tellement, enfin, dès qu'on trouve quelque chose chez Madame, c'est-à-dire qu'il y a une trace d'endométriose, on trouve une cause. On arrête complètement de chercher du côté C'est masculin. le grand abandonné, le grand Voilà, oublié. c'est terrible. Et pourtant, il y a tellement d'histoires. Et voilà, il y en a des milliers où des personnes vont à l'étranger, où on analyse justement les échecs et on se rend compte que ces échecs, oui, peut-être qu'ils sont en partie la cause d'un problème chez Madame, mais le facteur masculin, ben pêche aussi. Et c'est vrai que vous avez Oups. là, pardon, j'ai eu un appel sur mon téléphone, du coup ça a Ah, bloqué. d'accord. Voilà. Oui, vous allez proposer des tests et vous attarder sur le facteur masculin. Et ça aussi, c'est de l'individualisation. C'est vraiment regarder au cas par cas la problématique, les problématiques, et se dire qu'est-ce qu'on peut faire encore, qu'est-ce qu'on peut analyser encore pour comprendre la situation et surtout l'améliorer. Ça, c'est une des différences, je pense, les plus importantes chez nous. D'avoir un andrologue à la clinique. La majorité de cliniques n'ont pas comme staff un chef d'andrologie ou un andrologue. Il y a un andrologue qui est à distance, qui peut consulter, mais vraiment, chez nous, le chef d'andrologie bon, a 35 ans d'expérience et le ex-président de la Société espagnole d'andrologie, alors il est top. Et ça nous arrive très souvent, et c'est étonnant et c'est choquant pour les patients qu'ils viennent chez nous pour un don d'ovule, et je leur dis non, on ne va pas aller vers un don d'ovule, on va faire tous les examens du côté masculin, et finalement, je leur propose de refaire une tentative avec des ovules de madame et passer sur un don de sperme. Non et arriver à ce point-là, pour le patient, et parfois c'est très choquant, parce qu'en France, on leur dit non, non, tu dois passer au don d'ovule, tu as eu que tous les échecs, et finalement, je leur montre que le problème, et si on passe sur un don d'ovule, sera catastrophe, parce que le problème du côté masculin reste là. Ouais, ouais, Alors, ces examens que je vous expliquer tout à l'heure du côté masculin sont très importants, et d'avoir cette possibilité de bien évaluer le côté masculin, faire très attention au côté masculin, et de éviter voilà, de passer un don de gamètes que nous, on sait bien qu'on
on peut voir vraiment c'est quoi le problème, spécialement pour des patients très jeunes, qu'à 30 ans, 35 ans, 36 ans, ont pas des blastocystes, ont que des échecs, ont que des fausses couches. Nous, on dit, c'est pas les ovules, je suis sûr, ce sont des spermatozoïdes, et on va vous le montrer. Non, et ça, vraiment, à nouveau, c'est l'individualisation, et c'est hyper important de ne pas aller directement sur un don d'ovules où il y aura que des échecs et des fausses couches, parce que le problème masculin continue caché. Mm. Il y a deux questions encore. Est-ce que tu as quelques minutes encore à nous Ah, consacrer, complètement, Alex? oui. Oui, oui. Vu que Euh, je suis arrivé en retard, on peut en faire Pas de encore. souci. En fait, la personne qui a posé la question sur la cortisone, en fait, c'était une question sur le cortisol. En Voilà. fait, est-ce que le cortisol, alors c'est peut-être quelqu'un qui effectivement suit Fertiline, parce que nous on parle énormément du cortisol, Oui. qui est présent dans le sang, peut avoir un impact sur ce type de parcours. Je crois que c'était ça la Mhm. question. Là, ce Euh, serait une question plutôt pour Fertilide que pour c'est moi. ça, c'est ça. Et je suis complètement d'accord. Et je suis sûr que si Virginie ou Daniela étaient là, elles auraient une réponse formidable. Non. Alors, alors, Et leur dirait qu'effectivement, il y a l'importance du cortisol complètement. Alors, clairement, ça, je peux déjà y répondre. Il y a un impact. Après, c'est vrai que je connais pas la situation. C'est Lucie qui nous posait la question. Je connais pas votre situation, donc je sais pas à quel moment ça impacte. Le cortisol, il peut être trop, il peut être aussi complètement en bas parce qu'il a tellement été en haut que ses réserves sont complètement en bas. Et oui, il y a même eu certaines études qui ont montré qu'il y a un impact le cortisol par rapport aux échecs d'implantation et aux fausses couches. C'est d'ailleurs pour ça qu'on donnait de la cortisone. Donc oui, le cortisol, c'est quelque chose qui, en fait, de toute façon, enfin, et ça c'est notre théorie qu'on vérifie chaque jour avec Fertiline, c'est que tout dans notre corps qui n'est pas euh, en homéostasie, c'est-à-dire qui n'est pas à l'équilibre, a un impact sur la fertilité de plus ou moins loin. Il y a des choses qui ont des impacts très visible très très facilement. Mais déjà, finalement, si on est en situation d'infertilité, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui est déréglé, on va dire. Mhm. Alors parfois, il suffit de quelques traitements, puis on peut contourner, puis après, il faut aller plus loin. Et en fait, l'idéal, c'est effectivement travailler en amont parce que comme ça, enfin nous, c'est pour ça qu'on adore collaborer avec des cliniques d'excellence, c'est parce qu'on se dit, traitement d'excellence, enfin, on a vraiment le terrain. Finalement, on a des architectes qui sont les cliniques, qui sont des architectes d'excellence. Il faut que le terrain, le sol sur lequel on va construire la maison soit d'excellence aussi. Sinon, l'architecture, elle va pas tenir très bien. C'est un peu l'idée. Mais oui. Sur la partie du cortisol, il y a une oscillation liée au cycle circadien. Et bien sûr aussi, parfois, et de plus en plus, il y a des études en liaison au repos et au sommeil et le taux de chèque de fausse couche. Hein. Mm. Vraiment, il y a quelques semaines, au congrès espagnol de fertilité, il y a eu une étude très intéressante sur les heures de sommeil euh, en excès ou en faux de sommeil et vraiment en liaison aussi au cortisol et d'autres molécules. Alors, à nouveau, c'est en liaison à l'hygiène de vie, de bien se reposer, de dormir bien et de vraiment, voilà, être en équilibre, en homéostase. Et probablement, ça sera quelque chose qu'aussi, à futur, on verra que c'est très, très important d'y travailler. Pas seulement de dire de faire de l'activité physique, mais quand est-ce qu'on doit faire cette activité physique pour bien reposer après le soir. Alors, vraiment, pour Et, chaque et, patient, c'est très important. Très, Et très important. quelle activité physique? Parce que on sait, on le sait chez Fertiline, certaines activités physiques par rapport à certains profils peuvent être néfastes justement par rapport à ce cortisol. Donc en fait, il faut savoir quoi faire, comme tu dis, quand le faire pour pouvoir bien dormir. Parce qu'il y a aussi dormir. On peut avoir l'impression de dormir, enfin on peut dormir par exemple 8, 9 heures, mais pour autant être fatigué quand on se réveille. Et ça, on a énormément de femmes qui sont dans cette situation, qui dorment, qui savent, on leur dit de bien dormir, donc elles font ce qu'elles peuvent, mais en fait, leur corps n'arrive pas à être en repos suffisant. Il y Mhm. avait une question d'une autre personne qui dit qu'elle est en Guyane et elle voudrait savoir comment le protocole se déroule pour une FIV si elle est en Guyane. Et ça, c'est vrai, c'est intéressant. Oui, Si tu peux nous expliquer un petit peu oui. quels sont les rendez-vous, quand est-ce qu'elle D'accord. devrait venir. Oui.
Moi, je vois des patients francophones, tout le monde. D'avance, vérifier que elle est vraiment de nationalité française pour le déplacement. Ça m'est arrivé dans certains pays francophones où le problème le plus important, c'est C'est le le visa. visa et pouvoir accéder en Europe. Si elle est française, alors aucun souci, aucun problème. Moi, je vois principalement des patients de France métropole, mais ça fait déjà longtemps que je vois spécialement Réunion, où j'ai vraiment un groupe de gynéco qui m'envoie des patients régulièrement. Et vraiment, le CHU à Réunion, au niveau de fertilité, est superbe. Martinique et Caraïbes, vraiment, continue. On commence à avoir déjà des patients. Et même s'ils n'ont pas vraiment toute la technologie ou tout ce qu'il faut, de plus en plus, vraiment, aux Caraïbes français, on commence à avoir vraiment aussi tout ce qu'il faut pour le suivi et pour les traitements. Polynésie, pas du tout. Bah, il n'y a rien du tout. Nouvelle-Calédonie, c'est hyper compliqué. Et Guyane, j'ai eu plusieurs patientes et je pense que pour le suivi pendant les protocoles qu'on fera en Espagne, ça va, c'est bon. Mon expérience avec... j'ai eu principalement des médecins de Guyane qui sont venus chez moi. Alors aussi, ils avaient l'avantage que, voilà, ils ont ces collègues qui peuvent les aider. Mais vraiment, pour les traitements à distance, pour le rendez-vous, bien sûr, ça sera toujours un premier rendez-vous visio, il n'y a aucun souci. S'il y a encore après des questions ou ils vont me recontacter, on peut faire plusieurs rendez-vous visio téléphone, alors là, aucun problème. D'après, comme pour n'importe quel patient français, se renseigner si elles ont le droit d'être suivis en France ou en Guyane, parce que si elles ont à partir de 45 ans ou à partir de 43 ans de la FIV, 40 fois. ils n'ont pas, bon, pour d'autres traitements comme les inséminations, c'est jusqu'à 45, Tu as raison. mais pour la FIV, c'est jusqu'à 43. Alors de vérifier qu'ils ont le droit non, d'être suivis. Et d'après, de poser la question à son gynéco, est-ce qu'il serait d'accord de leur accompagner pendant le parcours en sachant qu'ils vont faire un traitement en Espagne. Normalement, il n'y a aucun problème. Je leur envoie les ordonnances pour les examens à faire. Désolé que je suis un peu enrhumé. Je leur envoie les ordonnances pour les médicaments à refaire par le médecin là-bas. Et puis, on fait un peu le planning où, pour le traitement, vraiment, le patient peut rester en Guyane pendant presque tout le traitement. Maintenant, vu que les billets d'avion, le prix sont fous et sont hyper chers, parfois j'ai des patients qui disent non, Alex, je ne vais pas faire le monitorage en Guyane parce que je ne veux pas acheter un billet d'un jour à l'autre, c'est impossible. Et parfois j'ai eu des patients où on programme le début des règles pour cadrer les dates du billet d'avion qu'il a déjà acheté. Puis, il peut arriver à Barcelone, à J7, à J9, à J11, selon s'ils ont déjà acheté un billet ou l'autre, faire le premier contrôle en Guyane, le deuxième à Barcelone, ou arriver à Barcelone que le jour de la ponction. Ça se fait de plus en plus compliqué. La majorité de patients qui viennent de Guyane arrivent normalement pour le deuxième, le troisième contrôle. Et puis de savoir que pour la majorité de patientes, maintenant on fait accumulation, on congèle les embryons pour la majorité de patientes. Alors pour créer les embryons, il faudra faire un premier déplacement pour faire la ponction, le recueil de sperme et créer les embryons. Et après, le mois d'après ou 2 mois pour quand ils veulent, il faudra faire un deuxième déplacement pour le transfert d'embryons. S'ils ont famille ou des amis en France métropole, tant mieux. Parfois, j'ai eu des patients de Guyane qui vont aller sur Lyon, sur Paris, et ils vont faire les monitorages. Et je peux leur donner le contact des gynécos, des équipes dans sa ville, en France métropole, pour faire le monitorage en France. Et comme ça, on évite les frais supplémentaires d'hébergement à Barcelone. Ça aussi, vous voyez que nous, on y fait très attention. Et moi, parfois, je prends du temps, plus de temps de cette partie de l'organisation que de la partie strictement médicale. Et je suis 100% habitué, spécialement pour Nouvelle-Calédonie, et 24 heures de déplacement. On fait vraiment très, très attention à le planning, aux horaires et aussi aux médicaments. Parce que je leur dis, il faut faire le médicament tous les soirs, mais après, il y a le déplacement 6 heures de différence. Comment est-ce qu'on veut continuer? Ou la progestérone, au moment où ils rentrent chez eux, il y a 6 heures ou 3 heures de différence horaire.
Alors ça aussi, il faut y faire très très attention. Nos équipes, ils sont 100% habitués, il n'y a aucun souci, aucun problème. Oui, ça c'est vrai que ça c'est une des choses qui pour moi quand je décide de travailler avec une clinique, je fais attention que les cliniques aient l'habitude de travailler avec les patients étrangers parce qu'il y a des cliniques qui n'ont pas l'habitude, qui sont plus des cliniques locales et c'est vrai que c'est important parce que vous devez vous rendre compte que les choses sont plus compliquées, ben, les décalages horaires, savoir à quelle heure faire le médicament et quoi et ça c'est des choses auxquelles il faut faire très attention parce que si on décale, ben ça peut faire échouer le traitement ou la réussite de la grossesse. Donc ça, c'est super important. Après aussi pour le don, je pense que si c'est très important, nous on travaille pour des patients autour de 100 pays, et soit le don de sperme ou le don d'ovule, il y a des cliniques qui travaillent pour 2 médecins ou 3 médecins dans des villes en France, etc. Alors, au moment où on n'a que des patients qui viennent de Paris et on fait le don d'ovule, on risque d'avoir plusieurs nouveau-nés de la même donneuse dans la même ville. Nous, on y fait très très attention. Et vraiment, s'il y a un nouveau-né qui est né à Paris d'une donneuse, on va essayer toujours d'écarter, d'éviter une concentration géographique. La première patiente sera de Paris, la deuxième de Canada, la troisième, voilà. Alors, on essaye, et c'est quelque chose qui inquiète énormément aux patients, de dire est-ce qu'il y aura d'autres enfants qui puissent être vraiment des vrais frères ou des demi-frères de mon Ouais. enfant et qu'ils puissent se retrouver. Bien sûr, quand j'ai une patiente qui me dit je viens parce que j'ai une amie qui est déjà venue à la clinique, je leur dis je veux le nom et le prénom de ton amie parce que je ne peux pas accepter, c'est que ce soit la même donneuse pour les deux. D'accord. Alors, ça aussi, pour les petites cliniques ou les grandes cliniques, spécialement qu'on travaille pour des patients de tout le monde, ça nous aide énormément à réduire cette angoisse. Et je leur dis, si ton enfant sera né à Lyon, je peux presque garantir qu'il n'y aura pas d'autres enfants de la même donneuse qui soient nés à Lyon. Moi, alors, ça aussi, je pense que C'est c'est super vrai. important. C'est vrai, c'est des choses auxquelles. Alors, tu vois, en 11 ans que je travaille dans ce secteur, c'est cette question que j'ai jamais entendue. Mais tu vois, on en apprend. C'est pour ça que j'aime bien faire des lives, c'est qu'à chaque fois pendant un live, on va apprendre une nouvelle chose. Belle petite Et idée. dernière question, Alex, comme ça après on va te laisser aller justement vers les patients. Oui. Tu avais déjà parlé rapidement, mais il y a une question sur quels sont les tests complémentaires pour le côté masculin qu'on peut faire, enfin que tu recommanderais. Alors même sur un spermogramme normal entre guillemets, hein, Mhm. tu vas regarder en fait les cycles passés, les échecs. Mhm. Et souvent basé sur ces échecs, bah tu vas te dire, ben ça pourrait être le facteur masculin en fait. Mhm. Le premier, c'est bien interroger les précédents, que parfois on ne fait pas du tout. On va directement aux examens. Et parfois, j'ai des premiers rendez-vous où le patient arrive avec le dossier. Je dis non, moi, je ne veux pas le dossier. Je veux bien vérifier non, tous les précédents, spécialement les précédents de testicules cachés au pas descendu. Ça, c'est très important. Parfois, des antécédents laboraux, de travailler dans un environnement toxique. D'accord. Et ça, on peut dire qu'il y a presque personne qui fasse vraiment Effectivement. bien interroger tous ces petits détails pour évaluer les risques. La fertilité prouvée. S'il y a un patient qui a eu 2 enfants avec un autre partenaire, mais probablement il a une fertilité prouvée, ça nous aide énormément. Et puis, voilà, au niveau du spermogramme, il y a plusieurs paramètres qui nous amènent déjà à penser que probablement il y a un problème masculin important, spécialement quand il y a une concentration spermatique très très basse. C'est déjà peut-être le paramètre le plus important, la concentration. Puis maintenant, même en France, on peut faire le test de fragmentation d'ADN, qu'on le fait souvent. Le test de fragmentation d'ADN est en liaison, celle de Embrun, est en liaison à la mobilité spermatique et peuvent être aussi en liaison aux fausses couches à répétition. Heureusement, cette fragmentation d'ADN, on peut la modifier et en liaison au mode de vie, plus augmenter dans le surpoids, si on prend bien sûr alcool, tabac, etc. Alors c'est un des examens les plus importants, je pense, pour fertiliser, pour Oui, bien alors conseiller. nous c'est vrai qu'on demande très souvent quand on suspecte aussi un facteur masculin, on demande cet examen qui n'est souvent malheureusement pas fait, qui révèle des choses très intéressantes et surtout, comme tu disais, et ça c'est génial, c'est qu'on a un moyen d'action, on a des moyens Exact. d'action et ça c'est quand même génial. Et puis il y a tous les examens qui vont en direction de voir s'il y a un problème embryonnaire qui provienne du côté masculin.
Et là où malheureusement on ne peut pas le traiter, le plus important c'est le karyotype anormal. Bien sûr, si monsieur a un karyotype anormal, mais il va donner des embryons anormaux, ça c'est clair, c'est évident. Et le deuxième, c'est que le karyotype anormal soit au niveau des cellules qui produisent les spermatozoïdes. Alors, il y a des patients qui ont un karyotype sanguin normal, mais pas du tout au niveau du testicule. Là, il y aurait plusieurs examens qui essayent d'arriver à la même idée. C'est la fragmentation d'ADN de double brin, le test FISH sur les spermatozoïdes et finalement l'étude de méiose sur les spermatozoïdes. Ce sont les trois examens. Aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas le temps de dire pourquoi un ou l'autre, mais ce sont les trois vraiment qui nous amènent à penser que des échecs ou des fausses couches à répétition proviennent malheureusement des cellules qui produisent des spermatozoïdes. Ces problèmes viennent de la naissance et on ne peut pas les traiter, on ne peut pas les améliorer. On peut améliorer certains paramètres sur ce patient, mais pas ce taux d'anormalité. Et justement, ce sont des examens qu'on aime bien proposer pour des patients où on a le souci qu'on continue à faire des petites tortures sur la patiente du côté féminin et ce n'est pas du tout la patiente, c'est monsieur qui a un problème qu'on n'a pas trouvé. Ouais, ouais, super. Bah, merci beaucoup Alex, c'était super intéressant. Peut-être que la prochaine fois, on parlera bah, justement de tout ce qu'on peut faire sur le facteur masculin, parce que Très c'est vrai bien. il est bien trop sous-estimé ou autre chose, parce qu'il y a tellement de choses dont on peut parler. C'était un plaisir en tout cas Un plaisir à faire. d'avoir des informations. Et puis, je le rappelle, donc si vous voulez entrer en contact avec la clinique Institut Marquez, le mieux, c'est de passer par nous. Venez en DM. Comme ça, je vous donne le lien. On a un lien direct. Ça vous permet de bénéficier de réductions. On a 10% sur les traitements avec le don et 5% avec les traitements sans don. Et puis, vous aurez Alex comme médecin. Et voilà. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, enfin, Alex est toujours disponible pour faire un entretien, pour discuter, parce que souvent, on se dit, mais est-ce que ça va vraiment changer si je fais mon traitement à l'étranger? Alors moi, je vous dis que oui, parce que maintenant j'ai cette expérience, mais vous pourrez vraiment discuter avec Alex et certainement il verra des choses qui n'ont pas été vues en France et vous proposer des choses en supplément. Très bien. Merci. Merci beaucoup et à très Allez, bientôt. allez. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir à toutes. Au revoir. Merci.